Alors pour les lycéens et les étudiants qui sont là, oui, ne faites pas trop de bruit parce qu'on va parler de quelque chose de très important sur l'agriculture et le changement climatique. Et ce sont des choses qui vont vous concerner dans l'avenir. En fait, je suis en train de parler de votre avenir, donc là, il va falloir m'écouter. Moi, je ne suis pas hydrogéologue, donc ne posez pas des questions sur forcément l'eau, les cours d'eau, ou même les pesticides, puisque je travaille sur plutôt la quantité d'eau. Je suis agroclimatologue. Je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, donc je ferai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions sur le climat et l'agriculture. Donc je suis Serge Lacache, je suis également chasseur d'orage. Je suis photographe climatique la nuit, c'est pour ça que j'ai un style vestimentaire qui se différencie peut-être des chercheurs que vous avez l'habitude de rencontrer. Enfin, je me justifie juste de ma tenue vestimentaire. Bon. Je commence par la conclusion, chers jeunes. C'est anticiper la conclusion. Ma conclusion ne tient qu'en un mot, c'est anticiper. Nous avons en France le potentiel de s'adapter au changement climatique en agriculture à condition qu'on anticipe ses impacts. C'est-à-dire, anticiper, c'est-à-dire mettre suffisamment de moyens dans l'agriculture pour évoluer face au changement climatique. Je ne vais pas vous montrer que des impacts négatifs, je vous montrerai aussi des impacts positifs du changement climatique. Alors je commence par le sommaire, on va parler sur un retour de 2021 à 2022 pour commencer, pour montrer que notre agriculture est impactée déjà par le changement climatique, puis un petit point climatologique qui sera plus rapide, puisque Florence a déjà abordé pas mal de points. L'agroclimatologie, c'est l'impact sur nos paysages, sur nos forêts, sur nos cultures, également le blé, le maïs, nos vaches laitières, etc. Et puis je terminerai par un petit point de foresterie de paysage. Allez, je fais un petit point de définition pour qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que je fais. Parce que l'agroclimatologie, ce n'est pas une science que tout le monde connaît. Je commence par l'agrométéorologie. Quand vous regardez Evelyne Delia à la télévision, Evelyne Delia, c'est une présentatrice de TF1 qui est un peu âgée pour les plus jeunes. Eh bien, cette personne, Evelyne, nous présente les prévisions météorologiques, c'est-à-dire ce qu'il va faire dans les prochains jours. Parce qu'on vous regardez sur vos applis, sur l'iPhone, sur vos téléphones. Bah pour l'agriculteur, ces prévisions vont être traduites pour l'agriculture. C'est-à-dire, s'il y a un gel qui est prévu, est-ce que je dois mettre des bougies pour réchauffer ma parcelle pour éviter les pertes de rendement sur les brûlures de gel? Est-ce que je dois irriguer mes cultures, mon maïs, mon blé, s'il y a, par exemple, peu de pluie qui est prévu ces prochaines semaines? En gros, c'est des actions, décisions concrètes sur le terrain. Tous les agriculteurs sont des agrométéorologues, et peut-être même bien mieux que moi. Les agroclimatologues, c'est différent. On va avoir à peu près les mêmes données météorologiques en entrée des modèles, mais on va regarder sur le long terme. En gros, c'est de savoir ici, dans la Mayenne, est-ce qu'on aura toujours des vaches laitières en 2070? Est-ce qu'on pourra cultiver de la pistache dans le sud du département? Est-ce qu'il y aura des cacahuètes qui seront présentes autour de la ville? Ou alors, est-ce qu'on aura toujours des pommiers, mais d'autres variétés de pommes? Est-ce qu'on aura toujours suffisamment de fourrage à donner à nos animaux? Là, ce sont des décisions socio-économiques et politiques. En gros, les agriculteurs ne sont qu'une pièce de puzzle dans ces décisions-là. Il y a aussi les investissements que peut faire un ministère, ou pas, face à ce changement climatique, mais également les décisions politiques à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. On fera un petit peu de géopolitique tout à l'heure. Allez, je reviens sur 2021. Pour s'il y a des agriculteurs ici, ils savent très bien de quoi je vais parler, puisque 2021 a été marqué par un épisode de gel tardif extrêmement important. Vous avez ici une parfaite descente d'air froid depuis le Groenland qui vient s'écraser sur la France, alors qu'avant, il y avait un peu d'orange, où on avait des températures au-dessus des 30 degrés en France fin mars. On a eu un faux printemps, les végétaux ont débourré, ouverture des bourgeons, et on a eu 2 milliards d'euros de pertes, de 4 milliards la finale, c'est 2 milliards d'euros de pertes, notamment sur la viticulture et les fruits à noyaux et à pépins, la prune, moins 59%, la poire, moins 59%. À savoir si c'est une problématique du gel ou de la chaleur qu'il y avait avant, je vous en parlerai tout à l'heure. Je fais un petit retour sur 2022, et on change complètement de situation météorologique. Comme vous direz Evelyne Delia à la télévision, vous avez ici une dépression au large du Portugal. À l'avant de cette dépression, il y a un vent de sud qui ramène du sable, mais également de la chaleur et un air sec. Ce sont les 3 canicules qu'on a eues en 2022. Cette situation météorologique était présente
sur l'ensemble de l'année 2022, avec des pertes de rendement incroyables. Maïs grain, moins 54%. Ces chiffres-là sont observés aussi dans le sud de la France cette année, plutôt pour le blé, à cause des excès d'eau. En 2022, pour le blé, on a vu des hausses de rendement dans le nord, des diminutions dans le sud. 2022 est l'année la plus chaude jamais observée en France pour l'instant, et la deuxième année la plus sèche après 1989. Et si je fais un petit dézoom et je regarde toutes les cultures en Haute-Normandie, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Languedoc, des données que j'avais disponibles, en Haute-Normandie, on a eu pas mal de pertes de rendement, sauf sur les cultures qui poussent plutôt en hiver. Les pertes de rendement sont plutôt sur les cultures qui poussent plutôt en été. Franche-Comté, presque toutes les cultures. Rhône-Alpes, toutes les cultures ont perdu des rendements par rapport aux 5 dernières années. Et le Languedoc, il n'y a que le colza d'hiver qui s'en sort un peu. 2022, et d'après mes collègues scientifiques, il y a une vidéo ici. Alors 2022, et d'après mes collègues climatologues, une année, au moins au niveau de la température, représentative de ce qu'on aura à peu près en 2050. Vous avez, il faut juste l'avancer, vous avez ici par exemple la trajectoire du changement climatique en rouge, les observations en noir. La trajectoire du changement climatique, c'est le petit monsieur qui se promène, les observations, c'est le petit chien qui se promène autour du monsieur. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des variations interannuelles autour de cette trajectoire que le changement climatique n'existe pas. C'est pas parce qu'on a un été plus frais que ce qu'on a pu observer ces dernières années que le changement climatique s'est arrêté. Et des variations interannuelles font une trajectoire. Voilà, c'est le petit monsieur qui se promène avec son chien qui fait cette tendance. Donc 2022 sera une année classique en 2050, du moins sur la partie thermique. Sur les précipitations, je vais passer plus vite, puisque Florence en a parlé tout à l'heure. On a une très forte zone d'incertitude sur une très grande partie de la France. Dans l'extrême nord, il y aura peut-être un petit peu plus de pluie, dans l'extrême sud, moins de pluie à l'année, mais sur 80% du territoire, on est dans une zone d'incertitude. Voilà, je vais passer sur ces aspects-là. On a cependant une tendance aussi saisonnière qui a tendance à se dessiner, un petit peu plus de pluie en hiver dans le nord de la France, mais beaucoup moins de pluie sur la France en été. Et là, au niveau agricole, c'est extrêmement important, je vais m'arrêter dessus, puisque l'agriculture a besoin d'eau en été. Forcément, il y a plus de végétaux en été. Or, en été, il y aura moins d'eau. Et en plus de ça, l'agriculture a besoin de pas trop d'excès d'eau pendant les périodes de semis. Donc plutôt à l'automne et au printemps. Et c'est sur ces périodes-là où on s'attend à avoir le plus d'eau. C'est pour ça qu'en 2022, on a eu des pertes de rendement très conséquentes sur les cultures d'été, tandis qu'en 2023-2024, on a eu des pertes de rendement conséquentes à cause de semis décalés, parce qu'il y avait des excès d'eau. L'agriculture est impactée sur les excès et les déficits. C'est pas parce qu'il pleut plus que les plantes vont pousser plus rapidement. La température, on en a un petit peu moins parlé avec Florence, donc je vais m'attarder plus dessus, puisqu'en réalité, vous avez ici la température moyenne annuelle 1976-2005, 2070-2100 pour un réchauffement modéré, le scénario 4.5. Ce qu'on voit, c'est que les climats du Sud remontent. Alors, vous allez me dire, c'est super intéressant pour vous étudiants, puisque dans l'avenir, vous pourrez boire un petit peu plus souvent vos bières en terrasse, à Laval, puisque la température de Laval sera d'à peu près 13,5, ce qui correspond à la température que j'ai actuellement chez moi, vers Montpellier. Donc vous aurez peut-être une saison touristique plus intéressante. Ceci dit, il n'y a pas que le tourisme, il y a également nos écosystèmes qui souffriront de ces hausses de température. Donc les climats remontent par le sud, du moins à la température moyenne. Ça, il faut retenir, c'est extrêmement important pour l'aire de répartition des cultures dans l'avenir et des arbres, également pour nos forêts. Cette partie-là, c'est une partie pour l'aire de répartition. Dans l'agriculture, on ne regarde pas que les températures moyennes, on regarde aussi les pics hauts et les pics bas. Les pics hauts, ce sont les canicules. Là, ici, vous avez les canicules en France depuis 1940 jusqu'à 2024. Il y a 4 fois plus de canicules depuis les années 2000, chaque bulle étant une canicule. Maintenant, on ne parle plus de risque de canicule en France. On parle de saison des canicules. 2003 a fait 17 000 morts en France, essentiellement dans les EHPAD. Je vous laisse imaginer la panique dans les EHPAD en 2050 quand on voit la tendance actuelle. Ceci dit, pour les jeunes qui sont au-dessus, c'est vous qui serez dans les EHPAD d'ici là. Avec moi également. Donc
Le nombre de jours à 35 degrés est variable suivant les modèles climatiques, mais quand on fait une moyenne des différents modèles climatiques, ici de 5 modèles climatiques, à l'aval, on a une belle distinction entre le nord du département et le sud, du fait de la présence de l'océan Atlantique et de la Manche aussi, proche sur la partie nord du département. Donc vous avez une multiplication par 4 à peu près du nombre de jours à 35 degrés, près de 15 jours à 35 degrés par an, d'ici 2080, c'est quand même assez conséquent. Et je termine par le gel, et après je passe directement aux cultures. Le gel va diminuer à l'inverse. Là, vous avez le nombre de jours de gel en 1960 et 2080, il diminue, voire même il disparaît sur certaines côtes méditerranéennes ou la pointe bretonne, dans certains scénarios. Alors vous allez me dire, il gèle moins, c'est mieux pour les cultures. Eh bien, détrompez-vous. Puisqu'en réalité, le gel a un impact sur les écosystèmes extrêmement important, notamment les systèmes agricoles. Premier point, le gel, il va vous nettoyer vos parcelles. Vous avez des pucerons, vous avez des champignons, tout ça dans les parcelles. Ben, en fait, le gel, quand il fait moins 10, moins 15, moins 5, eh ben, il va nettoyer les pucerons. Et ça, c'est intéressant. Ça évite d'avoir une pression puceron importante à l'avenir. S'il y a moins de gel, il y a plus de pression de maladie au printemps. Et c'est ce qu'on a observé d'ailleurs ces dernières années, des pressions de maladies plus importantes à l'arrivée du printemps, dès qu'il fait doux, vu que les insectes ne sont pas morts dans les parcelles, et ben ça repart très rapidement à la hausse. Deuxième point, vous avez besoin du gel pour la floraison, ça s'appelle la vernalisation. Votre pommier, votre poirier, votre kaki, votre néflier, toutes ces espèces-là ont besoin de froid pour fleurir. Le pommier golden, la pomme la plus vendue de France, c'est la jaune-verte là que vous avez uniforme, qui n'a pas de goût dans les magasins. Et bien, cette pomme, eh bien, elle a besoin de 1000 heures en dessous des 7,2 degrés pour fleurir au printemps. Si elle n'a pas ces 1000 heures, elle ne fleurit pas. C'est ce qu'on a observé pour les abricots variétés rouges du Roussillon dans le Roussillon, qui seront plus dans le Roussillon plus tard, vous verrez. Ils seront ici d'ailleurs, je spoil un peu. Donc, la variété rouge du Roussillon n'a pas eu ces 600 heures ou 700 ou 800 heures, 800 heures de froid pour fleurir, elle n'a pas fleuri. Résultat, 0 fruits sur l'arbre. Donc c'est très important le froid. Et dernier point, le froid structure aussi le sol pour les agriculteurs pour pouvoir rentrer dans les parcelles lorsqu'il y a du gel. Allez, je termine avec le climat. Florence avait déjà parlé pas mal de choses sur la pluie. Moi je préfère vous parler de choses sur les écosystèmes, les conséquences agricoles, et je commence par la phénologie. La phénologie, c'est les stades de développement des cultures. Floraison, première feuille, ouverture des bourgeons, vendange, etc. Je commence par les vendanges, la vigne, puisqu'on a la plus longue série de mesures de phénologie de France, c'est celle de Beaune, 1659, où on avait les vendanges, la récolte des gras pour faire le vin, entre le 23 septembre et le 13 octobre, ça variait, et puis avec le réchauffement climatique, elles sont de plus en plus précoces. En 2003 et 2022, elles ont même eu lieu fin août, ce qui est extrêmement tôt par rapport à ce qu'on observait avant. C'est simplement que nos étés sont plus chauds. Il n'y a pas que les thermomètres qui nous permettent de voir le changement climatique, on a aussi ce qui nous entoure. Les hirondelles, les cigales, et tout ça se sont décalés dans l'année. Je vais encore plus loin pour vous montrer que le changement climatique, c'est pas qu'à Beaune, c'est également dans le monde. Ici, vous avez la date de pleine floraison du cerisier japonais à Kyoto depuis l'an 812. Donc là, ça fait plus d'un millénaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des variations autour d'une moyenne, et puis on a une belle descente. On a gagné à peu près 15 jours sur la date de floraison depuis 812, puisque l'empereur japonais avant fêtait les prunes, et puis il a vu que le cerisier était plus beau, parce qu'il y avait des pruniers, des cerisiers, il a dit on abandonne les prunes, on passe au cerisier. Et d'ailleurs tous les cerisiers japonais que vous voyez dans le monde sont issus d'une bouture d'un arbre du jardin de Kyoto, parce que c'est un arbre stérile, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de cerises, donc il ne peut pas se reproduire. Donc tous les arbres que vous avez dans le monde viennent du même arbre au Japon. Et d'autres variétés qui ne sont pas forcément des variétés agricoles. Vous avez ici le marronnier officiel de Genève, puisqu'à Genève, ils ont un marronnier officiel inscrit dans les tables administratives. À la date d'éclosion du premier bourgeon du marronnier, on passait des taxes d'hiver aux taxes de printemps pour les agriculteurs. Alors maintenant, dans les années 2000, on est taxé toute l'année, quelle que soit la saison. Ceci dit, ils ont gardé cette habitude, parce que c'est une habitude. Donc le Sautier, qui est un monsieur qui travaille à la mairie, à la maison de ville, ils appellent ça pas la mairie de Genève, il note la date d'éclosion En fait, ils ont mesuré l'impact du changement climatique sur les arbres. C'est une série agroclimatique extrêmement importante en Europe. Donc on a gagné un mois. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi le monsieur avec le chapeau, il me parle des fleurs qui sont plus
tôt, plus précoce, et c'est sympa, il y aura plus de couleurs au printemps. En réalité, ce décalage des saisons fait qu'on peut avoir des épisodes climatiques qui sont soit décorrélés, soit qui se corrèlent avec la floraison, qui est une période très sensible. La floraison a lieu de plus en plus tôt. Or, le gel est toujours présent. Vous avez ici 1970-2000, la date des grains gelés jusqu'au sein de glace, et la date d'éclosion, c'est l'arrivée du printemps, la date de débourrement de la plupart des végétaux. Ce qui s'est passé, c'est que le débourrement, il a perdu 2 semaines. Le débourrement, il a lieu 2 semaines plus tôt, vu qu'il fait plus doux en hiver. Et en même temps, le gel, il est toujours présent, mais il n'a perdu qu'une semaine. C'est-à-dire que la période de risque début avril est beaucoup plus importante. Ce n'est pas dû au fait qu'il y a moins de gel, mais c'est dû au fait que les végétaux sont tellement en avance que maintenant ils sont sensibles au gel même fin mars. Plus 60% de probabilité d'après le World Weather Attribution qui attribue les événements au changement climatique pour revivre. Donc il y aura des épisodes de gel sur notre arboriculture à Laval, surtout que Laval va devenir une région arboricole extrêmement importante. On verra tout à l'heure. Alors il n'y a pas que la saisonnalité de la floraison de nos arbres qui est changée, il y a également la saisonnalité du maraîchage qui vous sera d'ailleurs favorable. Vous avez ici des cartes que j'ai faites pour le ministère de l'Agriculture pour la salade iceberg, iceberg. Vous connaissez tous la salade iceberg, notamment les plus jeunes, c'est celle que vous avez dans le McChicken et le Big Mac. Voilà, au moins ça vous parle. Donc cette salade croquante qui même lorsqu'elle a un steak chaud dessus, reste croquante, c'est pour ça qu'elle est dans les burgers, eh bien, on l'a étudiée jusqu'en 2070 pour connaître les zones de production. Vous avez ici la semaine 31, qui est le mois d'août. Le mois d'août, vous regardez, quand on est en jaune, c'est que la salade peut pousser modérément. En vert, on voit à peu près sur la Normandie en 2070, elle pousse bien. En rouge, la salade ne pousse pas. Ce qu'on observe, c'est que plus on avance dans le siècle, moins la salade poussera en été dans le sud, mais de plus en plus, elle poussera sur la Manche et également du côté de Laval vers le milieu du siècle. C'est-à-dire que la saisonnalité de la salade évolue, l'été deviendra moins favorable et il se décalera vers la Bretagne, qui deviendra d'ailleurs un des vergers de l'Europe en l'avenir, puisque le changement climatique lui est favorable, contrairement au sud de la France. Donc, dans un burger, il y a de la salade, mais il y a également de la tomate. Donc, on va regarder la tomate. 1970-2070, toujours au cœur de l'été. Là, c'est beaucoup plus vert, parce que la tomate aime la chaleur. Ce qu'on observe, c'est que la tomate, elle avait un peu plus de mal dans nos potagers dans le nord de la France que dans le sud de la France, où elle était très implantée. Et 2000, 2020, 2040, vous voyez que la Mayenne passe vraiment dans le vert foncé, c'est-à-dire qu'elle va devenir une zone de maraîchage très intéressante au cours de la moitié du siècle. Puis progressivement, cette zone de maraîchage va aller vers la Manche et disparaître de la Mayenne, mais qui reste quand même intéressante pour l'avenir. Donc la Mayenne devient une zone à la fois intéressante pour l'arboriculture, on va voir tout à l'heure, et pour le maraîchage également, tandis que le sud, à l'inverse, en perd certaines caractéristiques. Vous avez ici la carte, la même carte pour la tomate 2020-2050, donc c'est le temps actuel, en irrigué et en non irrigué. C'est-à-dire que oui, vous aurez à la fois du maraîchage et de l'arboriculture, mais il ne faudra pas oublier le partage de l'eau, parce que ces espèces-là, même si elles préfèrent la chaleur, ne pousseront pas sans eau. Donc il y aura toujours ces problématiques de partage de l'eau sur le territoire. Voilà pour l'évolution de la saisonnalité. Maintenant, on va parler de l'évolution de quelque chose d'un peu plus spatial, l'évolution de la biogéographie. La biogéographie, c'est l'aire de répartition des espèces. C'est une étude qui a été faite par l'INRA de Nancy en 2006, le projet Carbophore, et qui montre en fait les paysages français en 2000 et en 2005. En orange, ici, vous avez les paysages aquitains, plutôt les pins maritimes qu'on a, et puis vous avez en rouge les paysages méditerranéens. Donc là, c'est l'aire de répartition du chêne vert méditerranéen, qui s'accompagne du thym, du romarin, de la vigne, de l'olive, du maraîchage, des cigales, du pastis, de la piscine, de la pétanque. C'est les vacances, c'est chez moi, la Méditerranée. Mais ce qu'on voit dans l'avenir en 2010, c'est que progressivement, la Mayenne acquiert des caractéristiques plutôt aquitaines, mais également certaines fois des caractéristiques méditerranéennes dans la partie sud du département. C'est-à-dire que toute la végétation va être amenée à évoluer et dans une vitesse qu'on n'a jamais pu observer jusqu'à présent. Si je prends par exemple le bouleau, que vous connaissez tous avec son tronc blanc,
Son aire de répartition en 2005, 2035, 2065 et 2095. En vert, c'est là où il est présent. En rouge, c'est là où il disparaît. Le bouleau a tendance à disparaître puisqu'il commence à faire trop chaud, trop sec, ce qui n'est pas du tout dans ses caractéristiques. Et vous voyez du vert clair dans les Alpes, c'est qu'il monte en altitude, c'est là où il apparaît. En parallèle, le laurier sauce que vous connaissez tous sans le connaître, c'est ce qu'a Jules César sur son crâne. Il n'a pas un chapeau de cow-boy, il a 2 tranches de laurier. Je ne crois pas qu'il mettait ça toute la journée. Maintenant, le laurier sauce, on ne l'a pas sur la tête de Jules César, on l'utilise pour le bœuf bourguignon. Pour notre sauce du bœuf bourguignon. Donc voilà, donc le laurier sauce 2005, 2035, 2065, 2095, il pourra s'implanter un petit peu mieux dans le nord de la France. Les forêts ne vont pas disparaître, sauf si on ne fait rien. Les forêts vont évoluer progressivement dans leur essence. Ça, c'était pour les paysages, mais forcément, vous vous doutez, si les arbres peuvent remonter par le sud, les cultures aussi. Dans l'avenir, on aura par exemple des cultures intéressantes. Le pois chiche peut être intéressant dans la moyenne, intéressant à la fois pour ces nouvelles filières, mais également pour les sols, puisque c'est une légumineuse qui fertilise le sol. Je pourrais vous faire toute une série, j'en ai à peu près 50 des cultures, mais bien sûr, je n'ai pas le temps de le faire. La patate douce, par exemple, une culture plutôt tropicale, qui pourrait remonter par le sud de la France, donc de plus en plus, qui deviendrait producteur de patates douces. En arboriculture, cette fois-ci, j'ai choisi l'abricot rouge de Roussillon, comme je vous ai dit. C'est une étude que j'ai faite pour le ministère de l'Agriculture également. Vous avez ici en pourcentage de réussite l'abricot, variété rouge du Roussillon uniquement. Donc forcément, actuellement, il est présent dans le Roussillon, d'où le nom de sa variété. Dans l'avenir, il pourrait s'étendre jusqu'à Angers, Nantes, Laval ou Rennes, où certaines caractéristiques climatiques pourraient lui être favorables, tandis qu'il disparaîtra progressivement des plaines du Roussillon, puisqu'il fera trop chaud en hiver. Alors ça, c'est une caractéristique qui sera acquise, l'arrivée de nouveaux abricots. Par contre, vous allez perdre certaines caractéristiques, la golden par exemple, la pomme golden, qui s'implante bien dans la région, même encore mieux avec le changement climatique actuellement, mais progressivement, à partir des années 2050, elle va commencer à disparaître par l'Atlantique, puis il ne fera plus suffisamment froid en hiver pour garantir sa floraison et disparaître totalement, reléguée vers le nord-est de la France qui va accueillir la pomme golden. Ça ne veut pas dire que la pomme disparaît de notre région, ici, ça ne veut dire que d'autres variétés, peut-être avec moins de besoin de froid, seront implantées. Ça, c'était pour l'arboriculture, mais il y a une espèce qui pourrait extrêmement bien s'implanter à condition que les sols soient adaptés, c'est la vigne. La vigne est une espèce qui pourrait s'implanter extrêmement bien, notamment la remontée des vignobles qu'on a du côté des Pays de la Loire ou même du Bordelais. Ici, 1960, 2000, 2030, 2080, ça correspond, chaque couleur correspond à un groupe de cépages. On appelle ça l'indice Winkler pour les cépages. En bleu clair, vous avez les cépages plutôt de Champagne, plutôt les cépages d'Alsace, de Bourgogne, le pinot noir, le meunier, le chardonnay, le riesling, le sylvaner, le gewürztraminer. Ce sont des choses que vous connaissez bien avec le champagne ou ce que vous mangez avec ce que vous buvez avec la choucroute en Alsace. Donc en vert, vous avez plutôt le bordelais. Le bordelais, c'est Merlot, Cabernet Sauvignon ou Franc ou Sémillon. Désolé pour les décalages de petites cases, c'est une incompatibilité de PC. Donc on a bien une remontée du bordelais et dans un scénario climatique chaud. Voilà, c'est vraiment le scénario le plus chaud, peut-être pas forcément le plus probable. On a une disparition de la vigne en Méditerranée, tandis que chez vous, vous cultiverez plutôt ce qu'on a à Châteauneuf-du-Pape ou en Languedoc actuellement. Voilà, donc c'est vraiment pour le scénario le plus chaud. Voilà pour l'aire de répartition des espèces, et maintenant je vais rentrer dans le détail dans 2 espèces agricoles qui font vos paysages à la fois en hiver et à la fois en été, le blé et le maïs, pour répondre à quelques questions également sur le maïs. Voici les rendements du blé depuis Napoléon, 1815. Vous avez ici 3 parties dans la courbe, une légère hausse. Après la Seconde Guerre mondiale, une très forte hausse. On appelle ça la Révolution verte, avec le progrès chimique, mécanique, mais également structuration des filières et le progrès génétique. Puis une stabilisation. Cette stabilisation est due à plusieurs raisons. 60 à 70% des résultats scientifiques que j'ai pu trouver, c'est la pression climatique à la fin du cycle du blé. Il fait trop chaud, trop sec, et justement c'est le moment où la plante est un peu sensible
à ces paramètres-là. Donc le blé a tendance à stagner, mais aussi des décisions politiques, interdiction de substances actives, changement dans les rotations, moins de légumineuses, mais également baisse de fertilité des sols du fait de pratiques agricoles. Donc tout ça fait que le rendement du blé n'augmente plus en France. Si on regarde les modèles agroclimatiques, le rendement du blé devrait diminuer d'à peu près 10 à 15%. Alors là, c'est plutôt 7%, mais ça dépend des résultats scientifiques sur la partie sud. Sur une partie centrale, on aura des rendements en légère baisse. Et sur une partie nord-ouest de la France, on aura des rendements de blé soit stables, soit en légère hausse. Il y a des variations suivant, bien sûr, les modèles agroclimatiques. Mais comme vous pouvez le voir, la Mayenne va s'en tire plutôt bien, en tout cas, pour le blé. Pourquoi elle s'en tire plutôt bien? Donc là, je projette jusqu'en 2050. Je ne peux pas aller plus loin par rapport aux incertitudes météo. Donc jusqu'en 2050, sur le nord de la France, le nord-ouest, on aura une hausse des rendements. C'est notamment dû au fait qu'il y aura toujours de l'eau sur la partie hivernale, mais également le CO2. Là, je parle du CO2 en tant que bénéfique. Il intervient sur la photosynthèse du blé. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus la photosynthèse du blé est accélérée et plus le blé peut produire, à condition qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas utiliser ce CO2. Ce qu'on voit ici, c'est que dans le nord de la France, il y aura suffisamment d'eau sur la période de culture du blé, les sécheresses ne seront pas trop importantes encore, donc le blé va utiliser le CO2. Sur la partie sud, les sécheresses sont plus précoces, elles arrivent vers la fin du cycle du blé, et donc il n'y aura pas forcément des hausses de rendement, plutôt des baisses. Et donc sur ces impacts d'adaptation et de solution, je tiens à préciser qu'en agriculture, c'est quand même une science extrêmement complexe et qu'il n'y a pas une seule solution qui résout tous les problèmes. Il y a par exemple des solutions génétiques, d'évolution génétique résistante à la sécheresse, résistante aux canicules. Il y a par exemple des solutions agronomiques qui sont très importantes et on les oublie régulièrement, c'est les pratiques de conservation du sol, le sol étant un des impacts les plus importants sur notre futur, puisque c'est là où se stocke l'eau, ce sont dans nos sols. Des sols vivants, moins de labour, plus de couverts, permettent de stocker plus d'eau. Les paysages également, le but c'est de gérer le microclimat de la parcelle. Tout ce qui permet de gérer le microclimat de la parcelle est extrêmement favorable pour limiter les pics vers le haut, mais également les pics vers le bas. Par exemple, tout ce qui est haies pour limiter le vent et l'évapotranspiration. Les arbres isolés, ça c'est pour les animaux d'élevage, je verrai tout à l'heure. Le couvert végétal entre deux cultures pour permettre au sol d'être protégé et ombré. L'agroforesterie peut être intéressante, surtout sur la partie animale ou sur la partie maraîchère. La diversification des rotations, l'hydrologie régénérative, etc. Voilà, alors j'ai rajouté économique. Les agriculteurs en bonne santé économique peuvent faire des transitions. Recherche. Une recherche qui est soutenue par l'État permet aussi d'avoir des axes de réflexion pour l'avenir. Et sociétal, bien sûr, le principal facteur d'atténuation, c'est la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle globale. Je fais un peu de géopolitique toujours sur le blé, puis je passe au maïs. Si je dézoome sur l'Europe, ici c'est une figure du GIEC. Vous voyez, un petit trait là, sur la partie sud de l'Europe, on s'attend à avoir une baisse des rendements du blé. C'est ce que je vous ai dit. Sur la partie nord de l'Europe, France comprise, on s'attend à avoir une hausse des rendements du blé. Et sur la partie nord-est de l'Europe, on s'attend à avoir une belle hausse du blé en Pologne, en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Sur la partie nord de l'Ukraine. Ça, c'est exactement la même chose, hausse du CO2 et il y a toujours de l'eau disponible en hiver. Par contre, au sud, on a une diminution de l'eau, donc moins d'utilisation du CO2. C'est là où ça devient intéressant, c'est que la Mayenne, mais également tous les départements du nord-ouest de la France ont un rôle très important à jouer dans notre autonomie alimentaire, puisqu'il faudra qu'ils produisent du blé, sinon on devra dépendre d'autres pays qui produiront beaucoup plus de blé. D'ailleurs, le premier pays exportateur de blé mondial depuis 3 ans, c'est la Russie. C'est-à-dire qu'elle peut faire jouer suivant son humeur les variations des cours du blé et donc provoquer des problématiques dans les pays les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer le blé sur le marché. Je passe au maïs grain. Je passe directement en conclusion pour le maïs grain. Je ne vais pas vous faire tout le déroulé. Alors, on a plusieurs scénarios pour le maïs grain en nord, sud et irrigué, non irrigué. Puisque le maïs grain, lui, il pousse en été et il a besoin de beaucoup plus d'eau que le blé. Sur la partie nord de la France, il y aura au début une hausse des rendements du maïs jusqu'en 2040,
puis une diminution en irrigué. S'il n'est pas irrigué, on a de très fortes diminutions, et cette diminution est très importante dans le sud. Si on regarde en version cartographique, ce sont des données de l'Union européenne. Vous avez par exemple à plus 5, plus 2 degrés, un rendement pour le maïs qui pourrait être favorisé dans le nord-est de la France grâce à la hausse des températures, mais très rapidement dans l'avenir, il pourrait diminuer, et en non irrigué, il diminue assez drastiquement. Cela veut dire que si on met tous les œufs dans le même panier sur le maïs, alors que ces rendements vont être intéressants jusqu'en 2040, on perd pas mal d'opportunités de création d'autres filières qui sont peut-être moins consommatrices d'eau. Pour la moyenne, c'est un petit peu plus modéré qu'en conclusion, mais en tout cas, pour le sud-ouest de la France, là, il est clair et net. Le maïs n'a pas forcément d'avenir. C'est pas parce qu'on utilise beaucoup trop d'eau pour le maïs, mais c'est aussi en termes thermiques. Il fera beaucoup trop chaud pour sa croissance. En termes de solutions d'adaptation pour le maïs, normalement je voulais mettre en rouge la biogéographie, c'est la modification des filières, l'arrivée de nouvelles cultures moins consommatrices d'eau. On voit par exemple dans le sud-ouest de la France l'arrivée des oliviers à la place du maïs qui consomment moins d'eau mais qui sont aussi plus résistantes aux fortes chaleurs. On a le sorgho encore qui n'est pas trop rentable par rapport au maïs mais qui progressivement gagne du terrain, ou d'autres cultures de l'été qui pourraient prendre le dessus. Le tournesol consomme d'ailleurs moins d'eau que le maïs. Je vais terminer par les vaches laitières, puisqu'il n'y a pas que de la production végétale ici, il y a également de la production animale. Et si je regarde d'ailleurs le graphique de la production la croissance de la prairie, là j'ai pris des données pas très loin que j'avais étudiées du côté de Rennes, vous avez ici, selon les jours de l'année, la croissance de la prairie. En bleu c'est 1950, en rouge c'est 2070. Ce qu'on observe, c'est que la prairie, elle va se réveiller de plus en plus tôt. Parce qu'il fait de plus en plus doux au printemps, donc forcément, les marguerites, les premiers brins d'herbe vont sortir plus tôt. Nos animaux pourront les mettre un peu plus tôt dans les pâtures, à condition que le sol ne soit pas trop humide. Ensuite, au petit 2, vous avez un pic de production printanier qui sera plus haut, plus important, puisqu'il y a plus d'eau, plus de CO2. Une diminution au cours de l'été, puisqu'il y a des sécheresses beaucoup plus longues et des fortes chaleurs, et avec des incertitudes pour l'automne au 4. Après, les animaux pourront aller rentrer un peu plus tard, puisqu'il fera un peu plus tôt. Donc le but est de savoir si le pic de production printanier compense le déficit estival. En gros, est-ce que la production printanière compense le déficit estival? On aura juste besoin de stocker l'excès du printemps pour redistribuer l'été. C'est le cas ici à Laval, d'après les études sur ce sujet de l'INRA. Le pic printanier va compenser le déficit estival à condition de bien stocker quand on a des excès. Ce n'est pas le cas du côté du Languedoc, où là, le déficit estival ne va pas compenser le pic printanier. Ça, c'était pour ce que les vaches mangent. Maintenant, on va regarder le corps même des vaches. Parce que comme nous, en tant que mammifères, les vaches sont sensibles aux fortes chaleurs, mais également à l'humidité. On appelle ça l'indice THI, température, humidity, index. Plus il fait chaud, plus il fait humide, plus la vache va être dans un mal-être qui s'installe. Ce mal-être va provoquer plusieurs facteurs, à la fois économiques, mais aussi le bien-être animal. Premier point, si la canicule dure quelques jours, on va avoir une baisse de production journalière de lait, parce que quand il fait chaud, la vache a moins d'appétit. C'est la moins d'appétit, la moins d'énergie pour faire du lait. Mais en plus, quand il fait chaud, la vache utilise plus d'énergie corporelle pour ventiler son corps, pour réguler sa température. Donc moins d'énergie est disponible pour le lait. C'est la même chose pour les hommes. Quand il fait chaud, vous utilisez plus d'énergie corporelle, c'est pour ça que vous êtes fatigué le soir, pour réguler vos températures, et vous arrivez à moins réfléchir, à moins vous concentrer lorsqu'il fait chaud. Si la canicule dure plus longtemps, il peut y avoir des problématiques de reproduction, de baisse de défense immunitaire, mais aussi d'inflammation mammaire, etc., qui peuvent impacter économiquement l'agriculteur. Ça, c'est une étude que j'ai faite aussi pour les baisses de production de lait au niveau de l'été. Donc ici, vous avez 1970-2070. Bon, les couleurs, on ne les voit pas trop bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que du côté de Laval, on avait à peu près moins 7, moins 8% dans un climat actuel de baisse de rendement de lait en été parce qu'il faisait trop chaud. Dans l'avenir, ce sera à peu près moins 15, moins 17% en moyenne selon les étés. Ceci dit, sur les autres saisons, ça compensera l'été, donc il y aura toujours des vaches laitières dans l'avenir.
dans le sud de la France, c'est un petit peu plus compromis par rapport à la disponibilité en eau, mais aussi par rapport au stress thermique. Je vais passer sur les solutions d'adaptation. Ici, c'est essentiellement le bâtiment d'élevage par rapport au stress thermique. Et puis, si vous avez des questions sur les solutions, j'y reviendrai. Je vais juste entamer ma dernière partie, puis passer la place aux questions sur l'eau. Puisqu'on a parlé de l'eau, je fais un petit peu le lien entre nos deux parties. Puisque j'ai distillé pas mal de solutions et d'adaptations au cours de la présentation. Ici, je les résume pour l'eau. On va juste regarder la première colonne. On a une évolution de la répartition saisonnière des précipitations qui est attendue suivant les régions. On me dit souvent, la solution, c'est de stocker cette eau d'excès et de la redistribuer l'hiver. Donc j'ai mis en première solution stockage avec un S souligné pour stockage de l'eau. Ça, c'est une des solutions, effectivement. Par contre, je ne suis pas forcément contre les réservoirs d'eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau. Je veux bien qu'on stocke l'eau, mais qu'est-ce qu'on fait de l'eau derrière? Si c'est pour oublier la réutilisation de l'eau des villes, les nouvelles génétiques estivales qui consomment moins d'eau, voire les nouvelles filières à la place du maïs qui consomment moins d'eau, si c'est pour oublier le poids des cultures d'hiver qui pourrait être plus important que les cultures d'été en cas de sécheresse, les stratégies d'évitement estival, donc là on sème plutôt les cultures pour les récolter plus tôt pour éviter l'été, la meilleure rétention en eau des sols par l'agriculture de conservation des sols, les couverts permanents, la limitation du labour, etc. Et également pour limiter le vent et l'évapotranspiration. Et bon, parfois on peut parler d'agriculture numérique et de matériel, d'amélioration de matériel. Si on s'arrête à la première ligne sur le stockage de l'eau et qu'on oublie tout le reste, moi j'appelle ça une maladaptation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une solution court terme qui permet de résoudre des solutions jusqu'en 2100. Et on ne change rien. Typiquement, si on a des réserves en eau pour continuer à avoir les mêmes rotations, généralement pour le maïs en été, mais aussi pour le maraîchage, il peut y en avoir d'autres, il n'y a pas que le maïs, on ne change rien au sol, on ne change rien à la génétique, on ne change rien à la filière, on ne change rien au paysage. En fait, moi j'appelle ça une continuité de système agricole qui ne pourrait pas être présente s'il n'y avait pas cette réserve en eau. Et s'il y a un problème sur la réserve en eau, typiquement en hiver sec, tout le reste s'effondre. Ce qui se passe en Espagne. Voilà pour ça, donc pour moi, il y a des évolutions nécessaires, j'en ai distillé pas mal ici. Je reviens sur certaines solutions paysagères également. J'ai encore 3 diapos sur ces solutions paysagères et après vous aurez la parole. Moi je vais parler un peu d'hydrologie régénérative. Alors c'est vrai que l'hydrologie régénérative ça reprend juste des choses qu'on faisait peut-être avant, mais qu'on a placé un beau mot dessus. Le but c'est de ralentir, répartir, infiltrer, stocker cette eau d'écoulement. Vous avez par exemple ici un paysage nu, un paysage en hydrologie régénérative. C'est un paysage qui prend en compte la topographie, donc l'altitude, pour gérer les écoulements d'eau, ralentir l'eau sur le continent. Donc il y a par exemple les fleuves qu'on a vus, rectilignes ou qui serpentent. Le but c'est de ralentir au maximum l'eau pour lui laisser le temps de rentrer dans le sol. En gros c'est d'inverser la tendance qu'on a fait ces dizaines de dernières années. Par exemple ici vous avez l'arboriculture. On peut mettre une petite rigole qui permet à l'eau de s'infiltrer au niveau des nappes phréatiques. Vous le retrouvez ici dans les images en bas, donc de l'arboriculture avec l'infiltration de l'eau. Donc là, c'est de la gestion de la morphologie de la parcelle. C'est pas de la génétique, c'est pas des techniques de plantation, non, c'est vraiment de la morphologie de la parcelle. Là-haut, vous avez un paysage en hydrologie régénérative à 100%. C'est-à-dire que le découpage des parcelles ne se fait plus suivant le cadastre, mais suivant l'altitude. Vous avez des petites rigoles qui permettent de récupérer l'eau et d'avoir un stockage d'eau dans la forêt à l'ombre et de permettre d'irriguer ensuite ce paysage. Donc, là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Je pense qu'au niveau français, c'est difficile de le mettre en place. Je terminerai au niveau de l'agriculture de conservation des sols, puisque pour moi, le sol est aussi une des principales solutions pour l'eau. Avoir un sol vivant, c'est un sol qui stocke 5 à 10% de plus d'eau par hectare. Vous avez ici le colza, le blé, l'orge, le maïs, on appelle ça une rotation. Entre les deux cultures, vous n'avez pas le sol qui reste nu, exposé au vent, exposé à l'érosion, au ruissellement, à la pluie, au soleil, tout ce que vous voulez. Non, on met un couvert végétal avec des légumineuses pour protéger ce sol. Ce couvert végétal s'appelle du méthane, c'est un couvert qui pourrait servir après aux animaux au cours de la saison, qu'on fauche à la fin pour donner aux animaux. Ou ça peut juste être un couvert qu'on va venir détruire à la fin de la saison pour implanter la culture suivante. Donc il va falloir protéger du soleil, mais également se couper
du vent. En guise de conclusion, je terminerai sur quelque chose d'un petit peu plus artistique. Vous avez ici un orage que j'ai pris le 4 août 2020 dans la baie de Cannes. Et de cet orage, vous avez cette photo qui en est tirée. Et cette photo de la baie de Cannes a été élue en 2021 la plus belle photo du monde. Merci. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un point qu'il faut souligner, c'est ce que j'appellerais moi les freins cachés à la notation. C'est-à-dire tout ce qui donne l'impression d'être une solution et qu'en fait, il n'est fait que pour conforter des situations favorables. C'est-à-dire l'application du principe de Janot. On donne l'impression d'agir, et en fait, c'est pour conserver la situation sans que rien ne bouge. Et je pense par exemple aux technosolutions, à des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'appelle ça la politique du pansement. C'est ma façon d'expliquer la chose. C'est-à-dire qu'on a un problème qui arrive, le changement climatique, les pertes de rendement, la variabilité interannuelle des rendements, etc., l'érosion des sols, et on applique des petits pansements pour que le système agricole en lui-même n'évolue pas, mais on met un petit patch pour soit cacher quelque chose, soit légèrement faire évoluer. Typiquement, je peux prendre l'exemple du maïs. Pas dans toutes les régions de France, mais en tout cas dans le sud-ouest de la France, si je prends par exemple les Landes, sur un sol séchant, un sol sableux, où l'eau n'est pas retenue. On me dit, Monsieur Zaka, je suis déjà allé voir les maïsiculteurs, je leur ai fait plusieurs conférences. On m'a dit, Monsieur Zaka, dans vos projections climatiques, vous ne prenez pas en compte l'évolution génétique. L'évolution, en gros, de la génétique du maïs. S'il y a des OGM ou s'il n'y en a pas. Voilà, il y a quand même des évolutions génétiques. Je leur ai dit, écoutez, il y a quand même des études qui montrent sans évolution génétique avec évolution génétique. En gros, sans évolution génétique, vous avez moins 50% de pertes. Et là, en gros, vous êtes en train de me dire que si vous faites des petites évolutions génétiques, vous allez avoir plus 50% de hausse pour compenser cette perte. En gros, et si vous rajoutez de l'irrigation, vous pourrez avoir toujours les mêmes rendements de maïs. Il y a des études qui montrent qu'en fait, avec l'évolution génétique, on monte à moins 40, moins 30%. Mais ce n'est pas acceptable économiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu d'appliquer une politique du pansement pour faire perdurer un système agricole tel qu'il est actuellement, c'est exactement ce que fait d'ailleurs la PAC ou d'autres choses européennes ou françaises. Pourquoi on ne se dit pas, cette fois-ci j'arrête le maïs? Et je suis pas en train de dire qu'on va mourir de faim. Je passe peut-être au tournesol dans un premier temps, qui consomme peut-être 5-10% de moins d'eau. Et puis ensuite, je passe au sorgho, qui consomme peut-être 20 à 30% d'eau. Et puis, sur certaines parcelles, je passe à de l'arboriculture, de l'olive, de la nèfle, de la grenade, où là, ça demande des investissements de la part de l'État. C'est des filières beaucoup trop différentes pour que juste l'agriculteur soit modifié. Non, l'État, pour l'instant, il préfère se dire, je vais me rajouter une réserve en eau, je vais accentuer la recherche génétique, et tout va bien se passer pendant 10 ans. Et puis ce sera le prochain qui sera élu qui verra pour la suite. Non, il y a un moment, il faut que l'État, tout cet argent qu'on a accumulé sur la politique du pansement, ils se disent que ces milliards, si je les avais placés sous l'époque de Jacques Chirac, et qu'on avait écouté les scientifiques, je n'étais pas encore suffisamment âgé pour ça, et on les aurait placés dans l'évolution carrément du système agricole en lui-même, au lieu de faire une politique. Je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. Je prends souvent l'exemple du maïs, mais on peut prendre plein d'autres exemples. Après, il y a peut-être quelques espèces où, c'est vrai que dans le nord de la France, par exemple, pour le blé, si on change juste la variété, c'est déjà un bon aspect, parce que le blé va quand même perdurer dans l'avenir. Mais il y a des espèces où on continue à avoir cette réflexion, j'essaie de faire perdurer le système, alors qu'en fait, on fait juste que repousser l'échéance de le changer. Voilà, c'est sur ça que je travaille. D'ailleurs, je travaille avec le ministère de l'Agriculture maintenant depuis un an. Le ministère de l'Agriculture a compris qu'on ne peut pas juste remettre des réserves en eau et travailler sur la génétique, mais il faut faire évoluer les filières. Et si on fait évoluer les filières agricoles, c'est-à-dire mettre, au lieu du pruneau d'Agen, on fait de l'abricot sec d'Agen. Au lieu de faire de la vigne à Avignon, on fait des pistaches qui viennent d'Iran à Avignon. Au lieu de faire de la vigne ou d'autres aspects, on peut faire de la figue à Montpellier, de la nèfle également. Ça s'appelle l'évolution des filières. Il faut investir, et là, pour l'instant, et je suis confiant, et j'espère, l'État investit massivement dans l'évolution des filières sur les territoires agricoles. Il y a plein d'appels d'offres à ce sujet. Moi, les cartographies que je vous ai montrées, le ministère les a entre les mains.
Il y en a beaucoup plus, bien sûr, sur des durées plus longues. Mais il les a entre les mains pour réfléchir maintenant à investir dans une transition en fait, du système agricole vers d'autres choses. Une question, on parle effectivement, vous parlez de remodeler le paysage, de réintégrer la haie avec la morphologie et la typologie de chaque parcelle. Je suis un peu en attente d'entendre un autre discours, parce que lorsqu'il y a ruissellement au niveau lorsqu'il y a des fortes pluies qui sont de plus en plus nombreuses, on voit bien que le ruissellement, les haies n'arrêtent pas, si elles n'ont pas de talus. Et je trouve que le talus n'est plus, comment vous dire, un élément qui fait partie de la discussion de la haie. Et ça, c'est embêtant parce qu'on sait que l'effet hydrologique et en biodiversité, la haie a d'énormes atouts lorsqu'elle a un talus. Et je vois aujourd'hui, j'assume, je suis aussi bien élue au parc Normandie-Maine que le conseil départemental, on essaye d'intensifier, de faire de la pédagogie pour qu'il y ait des replantations, avec justement cet aspect morphologie des paysages et avoir un intérêt par rapport à nos cultures de demain. Mais si on ne force pas la réflexion dans beaucoup d'endroits sur le talus, ça ne servira pas, à mon avis. Il y aura juste un effet brisement, un effet peut-être par rapport à la protection des élevages, mais pas du tout un effet sur l'aspect hydrologique. Le talus, pour qu'on soit d'accord, le talus c'est... je vais dire une petite colline, mais je me suis dit on peut dire ça comme ça. Effectivement, je ne sais pas si vous avez vu l'une des photos que j'ai mises, il y avait un petit talus et une petite dépression d'air qui permettait en fait de retenir l'eau. Bien sûr, il y a le petit muret aussi, chez nous dans le sud de la France, et les arbres du muret, on en a beaucoup. Il y en avait aussi autour des vignobles. Ce sont des infrastructures, j'appelle ça des infrastructures physiques et pas végétales, qui peuvent bien sûr aider à l'eau à s'arrêter et à descendre dans le sol, notamment sur la partie estivale. Moi, ça me paraît logique, j'en ai pas forcément parlé là, mais maintenant que vous me le dites, ça me paraît logique à promouvoir. Vous avez parlé de l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio dans tout ça. Comment on la trouve, comment on s'y trouve? Alors j'ai la chance, entre guillemets, de travailler dans un domaine où si le pommier, l'abricotier est en agriculture conventionnelle ou bio, si gèle, il gèle, enfin voilà, on est d'accord. Il y a quelques aspects cependant différents entre l'aspect conventionnel et biologique. Malheureusement, peut-être que la réponse va vous étonner, c'est qu'avec la diminution du gel en hiver, avec l'augmentation des températures printanières, avec la présence de précipitations dans certaines régions, dans certains modèles, on voit plus de pluie sur la partie hivernale, même s'il y a des incertitudes. On a une augmentation du risque de maladie et donc des difficultés accrues biologiques, notamment les champignons, etc. Donc il y a même une étude de mes collègues de l'INRA qui ne sont pas lobbyistes, je les connais extrêmement bien, c'est eux qui m'ont formé d'ailleurs, et de l'INRA, il y a de l'INRA d'Avignon, qui ont étudié justement, et ils ont montré que les politiques de décroissance des pesticides étaient en inadéquation avec l'augmentation du risque de maladie si on garde les produits qu'on a actuellement, si on n'a pas d'autres solutions dans l'avenir. Donc là, c'est une question que moi-même, vous la posez, mais moi-même je me la pose, c'est-à-dire de comment, parce que je ne fais pas de la chimie, je ne connais pas tous ces aspects de pesticides, c'est que quand je fais mes analyses, je vois aussi cette problématique de maladies émergentes arrivant par le sud ou de maladies présentes mais accentuées à cause de l'humidité et de la hausse de température. Et c'est là où je me dis, comment faire? Comment faire pour répondre dans l'avenir à une demande d'alimentation, une demande de diminution des pesticides et une augmentation du risque de maladie? Comment faire? Et vu que je ne travaille pas dans le domaine, je n'ai pas de réponse. Peut-être que Florence a des choses à dire là-dessus, mais moi je sèche sur cette réponse. Peut-être parce que je ne m'y connais pas suffisamment en chimie pour pouvoir dire ça. Vous avez un propos beaucoup sur les cultures finalement, et bon, on va avoir l'abricot du Roussillon en Mayenne, ça va être The Place to Be, on aura de la vigne, du vin rouge et de l'abricot, c'est formidable. Mais au-delà des cultures, tout l'aspect biodiversité, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans une culture, le monde animal, disons qu'il y a... est-ce qu'on n'a pas un risque à un moment donné d'effondrement complet de cette diversité et où là on ne va pas pouvoir déplacer la biodiversité qui va s'effondrer complètement avec le choc climatique qu'on va se dessiner? Alors c'est normal si j'ai pas parlé forcément des insectes, des oiseaux, parce que là c'est plus c'est l'entomologie où je
me rends plus du nom de la science, mais c'est des sciences que je ne maîtrise pas forcément. Donc je ne peux pas aborder des sujets de science sur les insectes et les oiseaux que je ne maîtrise pas. Ceci dit, j'avais quand même quelques cartes d'évolution. On voyait les remontées de certains oiseaux par le sud, les différences de migration, les insectes, les maladies aussi qui remontent. Et ça reste ma connaissance à ce sujet reste sur ça. Mais là où je vous rejoins, c'est plutôt sur les forêts. Là où j'ai plus de connaissances et je peux peut-être répondre à peut-être un peu répondre à votre question. Puisque vous parlez de l'écologie des espèces présentes et d'un effondrement. Quand on regarde l'état de nos forêts, ok, on a plus de forêts en France, on s'attend à avoir plus de carbone stocké, c'est pas le cas, parce que nos forêts sont en moins bonne santé. Parce que dans nos forêts, actuellement, depuis 5 ans, on a une augmentation exponentielle de ce qu'on appelle le dépérissement des forêts. Donc certaines espèces meurent à cause de sécheresses répétées et de canicules répétées, de gels répétés ou de périodes de température hors saison qui n'ont pas lieu d'être sur une période de développement de la. Et donc ce qu'on me dit souvent c'est, du coup je comprends pas, les arbres ils vont pas remonter tout seuls par le sud, il y a un moment ils vont dépérir dans nos forêts, mais le remplacement des arbres il est plus lent que le dépérissement, parce que pour qu'une forêt évolue, il faut 12 000 ans, peut-être on a certaines forêts qu'on a analysées, on sait qu'elles sont là depuis 12 000 ans, et qu'elles sont légèrement montées suivant les âges glaciaires, puis rediminuées suivant les évolutions naturelles cycliques de la Terre. Là, on a accéléré ce phénomène-là à cause des gaz à effet de serre, et donc on se retrouve avec des forêts qui dépérissent extrêmement rapidement, et qui ne sont pas remplacées. Donc c'est là où on peut parler d'effondrement, c'est qu'il y a un moment, si on réfléchit bien, la forêt dépérit, n'est pas remplacée, donc il n'y aura plus de forêt, dans quelques années. C'est là où, pour moi, il y a une action forte de l'homme pour rééquilibrer le système. Mais attention, il ne faut pas le déséquilibrer encore plus, je m'explique. L'homme doit aider, comme si naturellement ce serait fait, de faire remonter, par exemple, le chêne vert méditerranéen, le laurier, progressivement. Il les plante progressivement, il doit aider. Ça, c'est l'action de l'homme qui intervient. Et d'ailleurs, il y a un projet européen à ce sujet, je crois que c'est Adapt Forest, je ne me rappelle plus trop du nom, peut-être que je me trompe, où il y a des millions d'euros qui sont passés dans la recherche pour savoir où planter quoi, les cartographies comme ça. Mais attention, il ne faut pas faire la connerie d'implanter par exemple de l'eucalyptus, de se dire, tiens, il fait plus chaud, je vais en Espagne, j'implante de l'eucalyptus, très grosse connerie parce qu'il est en train de brûler actuellement. Parce qu'il y a aussi une adéquation à avoir entre la racine de l'eucalyptus et les micro-organismes présents dans les sols de nos forêts, mais également les périodes de floraison et de fleurs d'eucalyptus qui doivent être les mêmes périodes que la nidification de certains oiseaux ou les périodes de sortie d'insectes. Il faut qu'il y ait une adéquation. Donc il faut le faire progressivement et pas introduire des espèces qui seront peut-être invasives ou complètement exotiques et qui en fait vont détruire l'écosystème parce qu'elles ne s'intègrent pas dans l'écosystème, elles font un écosystème différent à côté, quoi. Voilà pour moi. Après, je ne pourrais pas répondre à votre question sur les insectes des champs et les oiseaux des champs, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Ceci dit, j'ai lu pas mal de choses cet été, parce qu'on me pose souvent cette question. Peut-être que l'an prochain, je serai peut-être un peu plus à même de répondre à cette question. Il faut du temps pour comprendre les choses. Oui, c'est clair. Il y a une question? Oui, j'enchaîne du coup avec votre question. Donc, Hélène Chauvin, je suis conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture. J'ai plutôt une question en fait par rapport à vos données que vous utilisez pour faire vos simulations, par exemple. J'ai cru donc lire que ça venait d'une source Agrest, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la provenance de vos données? Les données d'entrée, données de sortie, le modèle. Alors, la plupart des données que j'avais sont là. Toutes mes sources sont là. Quand c'est des sources de données, moi je ne fais que reprendre les données pour les mettre dans le même graphique parce que j'aime bien avoir la même police et les mêmes couleurs. Elles sont là. Quand ce sont des données scientifiques, c'est un article scientifique que je vais citer. Donc là vous avez les données donc graphiques Sajaka et les données c'est Climat HD, c'est Météo France. Là vous avez par exemple l'Atlas du GIEC, c'est le site internet de l'IPCC. Et là c'est Météo France. Là ce sont des données du DRIAS, disponibles gratuitement à tous. Parce que moi je les enregistre dans mes serveurs puis après je fais de la cartographie moi-même pour avoir juste les mêmes polices, je pourrais juste récupérer les cartes complètement. Là, ce sont par exemple les séries de Thomas et Labbé et reprises du rapport du GIEC, parce que cette série a été reprise dans le rapport du GIEC, etc. etc. Après, sur la modélisation en elle-même, c'est-à-dire celle-ci. La source est là. Ce sont les données de Météo France du DRIAS que je récupère. C'est un modèle que j'ai développé moi-même pour traiter par exemple de la salade en travaillant sur la courbe de réponse à la température, c'est le sujet de ma thèse.
de la salade, de la tomate, de l'abricot, etc. Et après de l'analyser selon les données climatiques. Donc ce sont des modèles que je développe moi-même, puisque je suis à la base agro-modélisateur. Là, ce sont des données que je n'ai pas modélisées, c'est carrément les travaux du ETRIF, c'est un projet européen, et qui a été repris par des passionnés de cartographie qui ont repris les données pour les mettre en cartographie. Il y a le lien ici. Voilà, donc je mets toujours les données, et juste les modèles que je développe moi-même, c'est les données de la FAO. Ce sont des modèles qui sont développés sur le portail Gates Portable. Voilà. Voilà. Moi, je développe aussi des modèles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en agroclimatologie, il y a peu d'études qui sont faites à ce sujet, donc il faut qu'on fasse avancer la science. Donc oui, je développe des modèles moi-même pour pouvoir répondre aux demandes des ministères ou de l'Union européenne à ces sujets-là. Voilà. Et je cherchais juste d'avoir le micro pour savoir un petit peu, vous nous avez expliqué que donc, les cultures allaient remonter progressivement dans le nord de la France. Ouais. Mais du coup, au sud, qu'est-ce qu'on aura? La mort. Non, j'ai alors, est-ce que là, ils vont mourir? Au sud, j'ai pas forcément une cartographie pour le sud parce que je parlais de la Mayenne. Alors, dans le sud, oui. Alors, il y aura toujours du maraîchage, mais plutôt sur la partie printanière et automnale. Tomates, courgettes, oignons, tout ça. Pas en été, il y a un creux, un déficit de production. Sur la partie hivernale, on a même une hausse de la production de légumes tempérés, salades, chou-fleur. Le chou-fleur vert, là, c'est quoi déjà? Je me rappelle de son nom. Brocoli. Le brocoli. Ça se passe que j'en mange beaucoup. Etc., etc. Ça, il y a du potentiel agricole qui augmente en hiver parce qu'il fera un peu plus doux. Après, on a la vigne qui sera toujours présente, la grenade qui arrive, la pistache, la cacahuète, le pois chiche, la nèfle, la figue de table, le raisin de table, bon ça c'est déjà, mais il faudra peut-être le développer. Le raisin de table, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du raisin de table en pergola et faire du maraîchage en dessous. On peut faire les deux. C'est un système d'ombrage autre que les panneaux solaires. Donc les arbres. Et il y a l'avocat, l'amande, mais uniquement autour de la Corse, là où il n'y a pas de risque de gel. Les agrumes, là où il y a de l'eau, les centres de montagne, clairement. Les Alpes du Sud, par exemple. La Corse. Et là, il ne faut pas qu'il fasse moins de moins 5 degrés. Voilà, en fait, en gros, pour le maraîchage, c'est juste des décalages de saison, il y aura les mêmes cultures. L'artichaut, par exemple, on fera un peu plus tôt à Perpignan. Et après, pour l'arboriculture, il y a l'apparition de nouvelles espèces intéressantes. Et l'olive, très intéressant. Ce qui est intéressant, malheureusement pour eux, c'est les Espagnols, ils sont en voie de désertification, ce qui n'est pas forcément le cas dans la majorité des scénarios chez nous. Et donc on pourra reprendre certaines filières économiquement intéressantes dans le sud de la France. Voilà. Voilà. Bonjour. Fanny Guadon, moi je suis en charge du plan climat sur Mayenne Communauté. Et je voulais rebondir sur la discussion tout à l'heure à propos des arbres. On a un programme de plantation de haies. Chez nous, il y en a pas mal sur la Mayenne. Et justement, on s'interroge souvent sur est-ce qu'on continue à planter les mêmes espèces? Non. Parce que, a priori, il y a aussi des informations qui nous disent que les arbres s'adaptent petit à petit, donc leur génétique se modifie un petit peu. Non. Ou est-ce qu'il faut absolument qu'on commence à planter du chou vert ou autre? Non. Alors, il faut commencer à planter des espèces différentes. Les arbres ne s'adapteront pas tout seuls comme ça au changement climatique, sinon ils ne seraient pas en train de dépérir dans nos forêts. Enfin, j'ai déjà étudié en fait la courbe de réponse à la température, c'est le principe de ma thèse, j'ai étudié la courbe de réponse à la température suivant différents scénarios de croissance, et on a étudié la courbe de 5 à 40 degrés de plusieurs espèces. En réalité, la croissance des feuilles, l'apparition des feuilles, la courbe ne s'adapte jamais. C'est toujours la même. Il n'y a que la photosynthèse qui s'adapte. Donc, la plante ne peut pas s'adapter à toutes les gammes de température. Il y a un moment, la génétique s'arrêtera, elle dépérira. Donc, si vous plantez exactement les mêmes espèces en vous disant qu'elle va s'adapter, eh bien, il y a une gamme, toute petite gamme d'adaptation, mais après, à un moment, elle dépérit. Donc, dans vos haies, il faut absolument planter des arbres qui correspondent aux arbres qu'on aura dans le futur. C'est pour ça qu'il va falloir que vous regardiez absolument, je ne sais même plus où j'en suis, le lien que je vais vous montrer pour les arbres.
Donc vous regardez, et il y a un autre lien aussi, ça passe tout seul. Il y a un autre lien aussi de la part de l'ONF qui est développé, il faut sortir sur le site aussi, c'est un truc à l'adaptation des zones bioclimatiques des arbres. Je m'en rappelle plus, Climania, je m'en rappelle plus du nom. Mais là, sur ce lien-là, vous aurez peut-être pas mal de réponses déjà. Il est sur mes réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, développementsite.org. Sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé il y a un mois sur un grand post où il y a le lien pour cliquer dessus. Regardez-les, moi je vous conseille de ne pas planter les espèces qu'il y a actuellement. D'ailleurs, c'était une idée qu'on avait à l'ONF actuellement, mais là on change complètement de cap. Il y a pas mal d'outils qui ont été développés par l'Union européenne sur quelles espèces on plante dans quelle région, mais des espèces qui viennent du sud. Si vous voulez planter des fruitiers aussi, n'hésitez pas. J'avais une question, vous avez parlé tout à l'heure en introduction de l'agroclimatologie, donc qui mène des réflexions sociopolitiques, et vous avez donc rappelé aussi que le modèle agroclimatique dépendait des pressions climatiques, des décisions politiques, de fertilité des sols, et je voulais savoir si dans vos modèles agro-climatiques, vous avez, traité de l'évolution des systèmes culturaux, notamment ceux qui vont vers la production énergétique. Et je sais si notre région est particulièrement concernée par ce qu'on appelle la méthanisation et le fait qu'on a de plus en plus de cultures, notamment le maïs, qui est orienté, même si on nous dit que c'est plafonné entre 15 et 16% sur le plan réglementaire en matière d'introduction par les méthaniseurs, pour autant, on voit effectivement une évolution très sensible, je dirais, de ces productions. Je voulais savoir si dans ces modèles agro-climatiques, vous aviez justement mené une réflexion sur les productions à valorisation énergétique et leur pertinence ou durabilité dans le temps. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de modèle qui regroupe tout, à la fois l'évolution génétique, l'évolution des sols, la méthanisation, l'évolution des paysages. En fait, ça fait tellement intervenir des sciences différentes, l'écologie, les paysages, l'hydrologie, la pédologie, l'agronomie, l'énergétique, que c'est très compliqué de regrouper tout le monde pour faire un modèle qui répond à tous les problèmes. Souvent, à l'INRA, c'est pas moi qui vais aller faire ces modèles, c'est plutôt l'INRA, ils vont par exemple avoir des modèles qui vont répondre avec ou sans pesticides, pour le bio, par exemple. Ils vont avoir des modèles qui vont répondre quel est l'impact des haies sur une parcelle. Ou ils vont avoir des modèles qui vont répondre à quelle est l'interdépendance entre l'énergie et l'agriculture sur le territoire en 2050. Mais ces modèles-là vont être orientés à l'énergie, ils ne vont pas répondre par exemple à l'évolution génétique ou à d'autres... C'est très segmenté. C'est peut-être un défaut de l'agronomie, mais c'est souvent des problèmes qu'on retrouve peut-être en hydrogéologie. On n'arrive pas à coupler toutes les sciences entre elles et toutes les connaissances. Donc je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites par l'INRAE sur la méthanisation en 2050. C'est pas trop mon domaine d'études. Moi j'ai juste quelque chose à dire aussi à ce sujet, c'est qu'on voit de plus en plus l'arrivée du milieu de l'énergie dans l'agriculture, l'agri-photovoltaïsme, la méthanisation, le stockage du carbone, etc., etc. On a de plus en plus l'arrivée, alors à la base c'est basé sur de bonnes idées parfois, mais c'est qu'en général on observe en agriculture que les bonnes idées sont très rapidement détournées à des fins économiques. Et que les idées des scientifiques peuvent être détournées à des fins économiques. Et dans tous les domaines. Par exemple, une bassine peut être intéressante pour certains maraîchers. On va directement faire une énorme bassine qui récupère l'eau des nappes phréatiques pour quelques agriculteurs autour des bassines. Enfin, on simplifie le problème vers de bonnes idées qui peuvent devenir des idées désastreuses. La méthanisation est une bonne idée à condition qu'elle soit très bien encadrée et qu'elle n'ait pas de débordement. C'est souvent ça que je réponds. Là, ce qu'on a, c'est une législation qui permet de limiter le maïs à je ne sais pas combien de %, on avait dit 15%, 6%. Mais en 2022, on a observé une très grosse réaction de la part des jeunes agriculteurs. Ces jeunes agriculteurs ont dit « Moi, je n'ai plus rien à donner à manger à mes animaux parce que j'ai une très forte sécheresse et vous êtes en train de mettre le maïs qui aurait pu servir à mes animaux, vous le mettez dans le méthaniseur parce que la vente de l'énergie est plus rentable que la vente de la viande. » D'une bonne idée, on se retrouve à une idée économique. C'est pareil pour les panneaux solaires. Il y a une bonne idée sur les panneaux solaires. Quand les panneaux solaires
sont petits et au-dessus des cultures, et surtout qui peuvent être inclinables pour laisser passer le soleil. Ça peut être une solution pour protéger les cultures des excès de soleil, de l'évapotranspiration, mais également de la grêle. Par contre, quand on va me dire, on va mettre des panneaux solaires qui ne sont pas inclinables sur des parcelles, sur des terres agricoles, et qu'à un moment, l'agriculteur il va réaliser que la vente de l'électricité est plus rentable que se prendre la tête à nourrir des animaux, et ben il y aurait des panneaux solaires sur toutes ces parcelles. C'est ce qui se passe. Et ben voilà, donc une bonne idée, quand elle n'est pas encadrée, c'est-à-dire généralement au début, avant qu'on remarque qu'on fait des conneries, et ben on a des avis. Voilà. Donc, pour moi, la méthanisation n'est pas forcément une mauvaise idée si on récupère, par exemple, les coupes d'arbres dans les villes, les restes des cantines, ou d'autres aspects de l'agriculture qui ne servent à rien, quoi. Mais si c'est pour venir remplacer la nutrition animale, ça me pose un peu plus de difficultés. Alors, juste un petit témoignage. Je suis dans une région de Hara, à Lorme, je suis aux portes de la Mayenne. Aujourd'hui, on a des cas concrets, mesurés, etc., où le propriétaire du Hara, qui a 400 hectares de prairies, vend l'herbe au méthaniseur d'à côté pour acheter du fourrage derrière, parce que le rapport coût-bénéfice est plus intéressant. Ah, mais il y aurait des panneaux solaires au bout d'un moment pour vendre l'herbe en dessous des panneaux solaires pour les mettre au méthaniseur. Non, mais en fait, la bonne idée, c'est l'énergie verte. La mauvaise idée, c'est l'économie qui vient derrière pour gagner plus d'argent. L'exemple, je le ressortirai. Le miscanthus, pour les agrocarburants, il me semble, je ne sais pas si c'est pour ça. Ouais, la biomasse pour faire. Alors, le miscanthus, le thésard qui était avec moi en thèse faisait des essais de miscanthus, mais vu que j'étais très occupé dans ma thèse, je n'écoutais pas ce qu'il disait, alors je ne pouvais pas répondre. Et je sais qu'il y a plein de recherches qui ont été faites à l'INRA et tout sur ce sujet, mais vous savez, il y a tellement de cultures de sol et de microclimats différents que connaître c'est compliqué. Voilà. Merci pour la présentation. Ça a été très lourd une question tout à l'heure. Vous avez parlé de chiche, abricot potentiellement réel. Sauf que ça passe dans le endroit. Si on veut y aller, comme on fait, qui investit, avec peut-être des exemples sur d'autres territoires qui se lancent là-dedans. Alors, c'est là où ça devient compliqué. Parce que pour la vigne et pour l'abricot, oui, ils vont pousser dans l'avenir. Mais pour avoir un abricotier qui soit suffisamment productif ou une vigne qui soit suffisamment intéressante, ou même une histoire qui se construit entre les terroirs, la vigne, l'homme, le sol, l'histoire du terroir, quoi, l'AOC, l'IGP, l'habitude aussi des habitants il faut 30 ans. Ça s'appelle la création d'une filière. Quand on plante un arbre maintenant, il faut qu'il survive pendant 40 ans. Il ne faut pas qu'il meure au bout de 2 ans parce qu'il fait trop sec. Bon, on fait souvent en ville, hein. On plante des arbres, on met ça dans un cahier, on a planté un arbre, et puis il meurt, et puis on replante, et puis l'an prochain on a planté un nouvel arbre, il remeurt. En fait, il faut les arroser, les entretenir au début pour l'enraciner. Il faut 30 ans pour la création d'une filière, et l'arboriculture c'est même plus longtemps parce que l'arbre a une durée de vie très longue. La vigne encore plus longue. C'est là où ça devient compliqué. Parce que les agriculteurs en eux-mêmes ne peuvent absolument pas créer une filière. Il faut des milliards d'euros. Il faut qu'on habitue la consommation, il faut qu'on fasse du marketing, de l'IGP, de l'AOP, des cahiers de charges, je ne sais pas. On ne peut pas, enfin un agriculteur ne peut pas tout seul se dire tiens, je vais faire l'AOP Nefle de Laval. Ça ne va pas marcher. Il ne va toucher personne, il ne va rien vendre. Il faut qu'il y ait un regroupement d'agriculteurs qui ait de la puissance. Mais même un regroupement d'agriculteurs ne veut pas qu'il y ait une filière. C'est là où on a besoin absolument d'une évolution, soit de la PAC, soit de l'Europe, soit de la France. Il faut une intervention politique pour dire ces territoires-là, voilà, il y a 5 cultures qui pourraient être extrêmement intéressantes dans l'avenir, climatiquement parlant. Je vais placer plusieurs milliards d'euros sur le développement de ces filières pour les faire émerger et qu'elles soient économiquement puissantes dans l'avenir, puisqu'elles seront la fierté de la France. Et qu'en parallèle, on travaille aussi sur la consommation, à créer par exemple, avec les chefs étoilés, je travaille aussi avec les chefs étoilés, pour créer par exemple des plats en Provence, avec Saint-Provence, avec l'haricot, le niébé, un haricot africain, pour qu'on commence à l'intégrer dans nos habitudes alimentaires, pour qu'on ait la future choucroute, le futur cassoulet, un futur plat régional avec des plats régionaux. Là on va y aller avec la mairie de Montpellier pour lancer la Nefle.
et faire peut-être une fête de la ville sur la nef et faire une émergence d'une filière adaptée au changement climatique. En fait, on a un exemple le plus frappant, le plus avancé, il y en a deux, c'est la pistache et l'olive. La pistache, ce sont des agriculteurs qui ont remarqué que leurs abricotiers perdaient leurs fleurs tous les printemps parce qu'ils gelaient. Parce que l'abricotier fleurissait trop tôt. Et donc ils ont décidé de se regrouper et de planter de la pistache. Par eux-mêmes, ils ont fait un syndicat, tout seuls, ils investissent dans ce syndicat tout seuls, et l'État les regarde. Il y a un moment, il faut peut-être aussi qu'on comprenne que l'État pourrait les aider à faire cette filière pour qu'on gagne du temps. Effectivement, c'est une filière très intéressante puisque la pistache fleurit plus tard, donc elle évite le gel, et adaptée aux fortes chaleurs et adaptée aux sécheresses. Elle répond aux trois problématiques de la région. Ensuite, il y a olive green, olive green, olive green. Vous avez compris, c'est un jeu de mots. Eh bien, olive green, c'est un investisseur, un agriculteur qui investit dans l'arrivée de l'olive. Il investit, c'est un mec qui fait très bien les choses, qui fait le boulot ce que devrait faire le ministère, c'est-à-dire investir dans l'arrivée des olives à la place par exemple du maïs dans le sud-ouest de la France qui consomme trop d'eau. L'olive résistant aux fortes chaleurs, il peut résister à moins 15 degrés, ce qui peut arriver encore dans le sud de la France, et en plus il consomme beaucoup moins d'eau qu'un maïs. Pourtant, ce n'est pas l'État qui le finance, c'est lui-même qui fait ça tout seul. Il est allé voir la royauté du Maroc, il lui a demandé du matériel génétique. Le Maroc, voyant ses oliviers mourir, a accepté de les faire remonter en France. Et c'est ce qui se passe actuellement. En fait, les filières... D'ailleurs, il n'y a aucun centre de recherche qui travaille sur la biogéographie des végétaux en France. Les filières sont complètement abandonnées. C'est ce que je vous disais au début, c'est une politique du pansement rapide, efficace, sur quelques années. Et puis, les changements de filière, c'est trop long. Voilà. Moi, j'aimerais bien que dans l'avenir, que ce ne soit pas que les agriculteurs qui se mettent à faire ces choses-là. Je ne sais pas si la personne de la Chambre d'agriculture peut confirmer, mais... Merci. On va en tout cas, les filières, c'est pas trop ça. On va prendre une dernière question. Ah non. C'est juste une remarque que vous venez de dire en parlant de l'olive, parce que c'est une production que je connais assez bien en Corse. Et aujourd'hui, on a des soucis d'écoulement du marché parce qu'on a malheureusement concurrentiellement au niveau géopolitique européen, on se fait, l'Italie et l'Espagne sont en train de manger toutes nos parts de marché de l'olive en France, sur l'huile d'olive, parce que justement on a des coûts de salariat en France beaucoup plus élevés, enfin, on est un peu disproportionné. Donc, je suis un peu étonnée que vous parliez d'investissement sur l'olive alors que ceux qui en font depuis maintenant des décennies ont du mal à l'écouler. Alors, vous regarderez Olive Green, ils ont déjà planté plusieurs milliers d'hectares d'olives dans le sud-ouest de la France. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils misent sur l'arrivée d'une certaine désertification en Andalousie. Andalousie, c'est 50% de la production mondiale. Donc on a la production qui chute en Andalousie et en fait, ils misent sur la reprise de la France lorsque l'Andalousie ne pourra plus, qu'on puisse être présent. Voilà. Donc c'est un remplacement, c'est pas une arrivée d'un nouveau acteur dans un marché déjà mature. L'exemple le plus frappant, c'est qu'en 2023, l'an dernier, en avril, il a fait 38,8 degrés mi-avril à Cordoue. On a perdu 50% des fleurs, alors que chez nous, on a eu du gel la semaine d'avant. Eux, ils ont eu 38 degrés. Donc on a perdu 50% des fleurs à Cordoue à cause d'un événement de canicule exceptionnel. D'ailleurs, c'est le record européen en avril. 50% des fleurs, 50% en plus en Andalousie, qui faisait 50% de la production mondiale. Et donc on a x3 les prix en olive. Donc cette instabilité des prix en Espagne va faire que les investisseurs vont aller partout. Il faut qu'ils aient un terrain d'accueil en France. Et en plus, ça résout des problématiques d'eau, puisque l'olive consomme moins d'eau. Ça garde une économie de territoire sans utiliser trop d'eau. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous avez encore plein de questions, plein de remarques, plein de commentaires. Si vous voulez, il y a un pôle juste à côté. Donc, juste avant de conclure, du coup, moi je vais remercier Mme Florence Abès pour sa présentation, M. Zakai pour sa présentation, toute l'équipe pour l'organisation de l'événement. Et voilà, du coup, c'est Michel. Et maintenant, il faut que je termine. Je veux dire Florence et Serge, parce que les noms sont plus compliqués que des prénoms, je n'ai pas le dire. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Et dans ce point du climat, puisque je vais presque tous les jours, je parle du climat, et ce que je vois, c'est qu'on n'aura certainement pas l'obligation, au sage moyenne, de s'arrêter là. Chaque année, il y a
il y a un temps qu'il n'y aura peut-être pas un mois du climat, un séminaire du climat, une journée du climat, mais qu'on se pose avec ce climat qui pose question, et que pour se poser dans le temps, qu'on répète ça, et qu'on fasse revenir et qu'on fasse venir Georges, Pierre, Philippe, Suzanne, voilà, pour nous aider à réfléchir à comment on va procéder. Parce que ce virage de l'humanité, parce que c'est pas seulement un changement, c'est un changement de civilisation qu'il faut opérer. Et ce changement de civilisation, il nous faut du temps pour le mûrir. Et puis les jeunes qui étaient là-haut, ils avaient la santé intéressée. Voilà, les cars passent à terre, donc il y a un problème. Il y a la mobilité, il y a le réchauffement climatique, il y a plein de thèmes. Et puis ces thèmes, nous, naturellement, on réfléchit sur l'eau aussi. Et évidemment, il faut moins d'eau pour la pistache que pour un maïs. On ne sera pas tous producteurs de pistache. Donc voilà, je crois que chaque année, il faut qu'on soit accompagné. Entre deux, il y a le président du département qui est passé, vous aurez bien voulu dire bonjour. Il a bien vu qu'il n'allait pas amener des éléments scientifiques, il allait changer les choses. Il ne nous a pas interrompu, il vous salue. Moi, je vous salue, je vous dis merci à tous et au plaisir de se rencontrer.